Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En 1940, le général de Gaulle va œuvrer à structurer politiquement et militairement son organisation de la résistance extérieure afin que la France libre soit reconnue par les Alliés comme un interlocuteur légitime. Cette démarche intelligente du général de Gaulle avait pour but d'éloigner la France de la colonisation nazie. Mais comment la France avait-elle aussi pu échapper à la colonisation américaine pour coloniser l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Messieurs, le sujet que nous mettons sur la table ce jeudi matin, histoire secrète, comment la France a échappé à la colonisation américaine pour coloniser l'Afrique. Nous allons déjà dit bonjour à la censure. C'est une page peu connue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941-1942, Washington avait prévu d'imposer à la France, comme aux futurs vaincus, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, un statut de protectorat régi par un Allied Military Government of Occupied Territories, en abrégé AMGOT. Ce gouvernement militaire américain des territoires occupés aurait aboli toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie, sur le modèle fourni par les accords d'Arland-Clark de novembre 1942. À en croire certains historiens américains, ce projet tenait à la haine qu'éprouvait Franklin Delano Roosevelt pour Charles de Gaulle, apprenti dictateur qu'il eût voulu épargner à la France de l'après-Pétain. Cette thèse d'un président américain soucieux d'établir la démocratie universelle est séduisante, mais, il faut le dire, nous allons approfondir la question. À l'époque, les États-Unis redoutaient surtout que la France, bien qu'affaiblie par la défaite de juin 1940, s'oppose à leur vue sur deux points. Du moins si de Gaulle, qui prétendait lui rendre sa souveraineté, la dirigeait. D'une part, ayant lutté après 1918-1919 contre la politique allemande de Washington, Paris userait de son, il faut le dire comme ça, éventuel pouvoir de nuisance pour l'entraver à nouveau. D'autre part, la France répugnerait à lâcher son empire riche en matières premières et en base stratégique, alors que les Américains avaient dès 1899 exigé pour leurs marchandises et leurs capitaux le bénéfice de la porte ouverte dans tous les empires coloniaux. On parle bien sûr de l'Afrique. C'est pourquoi les États-Unis pratiquèrent à la fois le veto contre De Gaulle, surtout lorsque son nom contribua à unifier la résistance et une certaine complaisance mêlée de rigueur envers Vichy. À l'instar des régimes latino-américains chers à Washington, ce régime ONI aurait, à ses yeux, l'échine plus souple qu'un gouvernement à forte assise populaire. Ainsi chemina un Vichy sans Vichy américain qu'appuyèrent dans ses formes successives les élites françaises approchées à l'État de l'heure qui leur avait en tout cas rendu les privilèges entamés par l'ancien régime, entre guillemets, républicain et soucieuse de négocier sans dommage le passage de l'ère allemande à la Pax Americana. Préparons depuis décembre 1940, bien avant leur entrée en guerre, en décembre 1941, le débarquement au Maroc et en Algérie avec Robert Murphy, représentant spécial du président Roosevelt en Afrique du Nord et futur premier conseiller du gouverneur militaire de la zone, il faut le dire comme ça, d'occupation américaine en Allemagne, bête noire des gaullistes. Les États-Unis tentèrent un regroupement autour d'un symbole de la défaite, le général Maxime Weygand, délégué général de Vichy pour l'Afrique jusqu'en novembre 1941. L'affaire échouant, ils se tournèrent juste avant leur débarquement du 8 novembre 1942 vers le général Henri Giraud. Vint ensuite le tour de l'amiral François Darlan, alors en Algérie. Ce héros de la collaboration d'État à la tête du gouvernement de Vichy, de février 1941 à avril 1942, était resté auprès de Pétain après le retour au pouvoir de Pierre Laval. Le 22 novembre 1942, le général américain
Mark W. Clark, fit signer à l'amiral retourné un accord singulier mettant l'Afrique du Nord à la disposition des Américains et faisant de la France un pays vassal soumis à des capitulations. Les Américains s'arrogeaient des droits exorbitants sur le prolongement territorial de la France, déplacement des troupes françaises, contrôle et commandement des ports, aérodromes, fortifications, arsenaux, télécommunications, marine marchande, liberté de réquisition, exemption fiscale, droit d'extérioralité, administration des zones militaires fixées par eux. Certaines activités seraient confiées à des commissions mixtes, maintien de l'ordre, administration courante ou encore économie et encore la censure. Nous continuons à dire bonjour à la censure d'ailleurs ce matin. Darlan, un des principaux symboles de la collaboration d'État et successeur désigné de Pétain, scelle devant le portrait de ce dernier l'accord avec le délégué de Washington, Clark, en vue de l'installation en Algérie, puis à terme en France métropolitaine d'un gouvernement militaire américain, American Military Government of Occupied Territories. Malheureusement, ils vont devoir négocier avec les États-Unis et tout de suite, l'Afrique, eh bien, la France sera, on va le dire comme ça, le gendarme des États-Unis sur le continent africain. Depuis lors, eh bien, la France ne travaille pas seule, elle travaille pour l'État profond américain, elle travaille pour les 13 familles, mais elle travaille également pour les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi elle a imposé ce qu'on voulait lui imposer. Cela veut dire que les Africains ne devaient pas battre monnaie. Eh bien, il y aurait des bases militaires sur le continent africain. Elle compterait les richesses. Cela veut dire toutes les terres pouvaient lui appartenir. D'ailleurs, à un certain temps dans les années 40, eh bien, il faut le dire comme ça, Valéry Giscard d'Estaing avait même des terres privées du côté de la République centrafricaine et même au Cameroun. Voilà pourquoi ce matin nous demandons, histoire secrète, comment la France a échappé à la colonisation pour coloniser l'Afrique. Président Banakani, comment comprendre que la France échappe à une colonisation et prend quand même l'initiative de mettre sur pied ce qu'on a voulu lui faire? En fait, on a l'impression qu'elle a voulu se venger. Mais se venger, il fallait le faire contre les États-Unis. La France doit cette prouesse historique, il faut le reconnaître, à un homme, le général de Gaulle. Si vous voulez comprendre, la réponse à votre question, c'est un homme, oui, le général de Gaulle. C'est pour ça que, en France, c'est un demi-dieu, pour ne pas dire un dieu. Toute la classe politique française confondue reconnaît à cet homme un génie. Oui. Un génie géopolitique, politique. Il n'était pas un très grand, il n'était pas un génie sur le plan militaire. Mais il va se révéler après être un grand géopoliticien et un patriote français. Je dis bien, un patriote français. L'équation qui explique l'inconnu de l'équation que vous posez ce matin s'appelle le général de Gaulle. C'est lui qui permet à la France d'éviter cette affaire. Parce que, vous avez bien expliqué, la France traîne avec elle plusieurs retards. Si on veut la comparer à l'Allemagne, tout ça. Le retard industriel, ça a été un des derniers pays européens à engager l'industrialisation, qu'elle n'a même pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Alors que l'Angleterre et l'Allemagne avaient déjà réalisé leurs révolutions industrielles. Oui. Et en le réalisant, ces pays-là pouvaient transformer, n'est-ce pas, leurs empires coloniaux en empires coloniaux indirects. C'est-à-dire que l'Angleterre, par exemple, était très bien placée à cause de la révolution industrielle qu'elle a réalisée longtemps avant. Elle était bien placée, n'est-ce pas, pour sortir du piège colonial et faire désormais ce qu'on appelle la colonisation à distance, invisible, à travers la monnaie, par exemple. À travers la monnaie, par exemple. Alors que la France, qui a toujours été un pays en retard sur le plan des révolutions industrielles, avait besoin, elle, de continuer à maintenir une politique de colonisation directe. Il faut bien comprendre les enjeux. C'est-à-dire que, et ceci va expliquer plus tard ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'alors que, par exemple, l'Angleterre et les États-Unis étaient très avancés pour la colonisation de l'avenir, la colonisation invisible par la monnaie et les structures juridiques, la monnaie, les structures juridiques et les accords sur plans internationaux. C'est à ce niveau que les Américains et les Anglais étaient situés. Et ils avaient déjà un principe
oublié l'idée que pour dominer, il faut continuer à coloniser directement. Donc, les gars étaient préoccupés par des réflexions d'un autre niveau. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence. C'est-à-dire être dominé par l'intelligence. Alors que la France, elle, n'avait pas d'autre choix que de continuer à être un empire colonial direct. C'est mon regard. Ça crée donc un boulevard à la France, bizarrement. Oui. C'est-à-dire que le projet américain, justement, de coloniser l'Europe, c'était déjà fait par le plan Marshall. À travers le plan Marshall, l'Europe est une colonie américaine. Ça va se concrétiser par l'OTAN, la mise en place de l'OTAN. On connaît l'affaire. Donc c'est déjà fait. Mais, bizarrement, ça va servir la France. Parce que pendant que d'autres empires coloniaux décolonisent réellement, c'est-à-dire que arrête la colonisation directe, Oui. la France va réussir la prouesse de faire croire à Roosevelt et à Wilson qu'effectivement, elle va décoloniser. Sauf qu'elle va transformer les régimes de tutelle en colonisation de fait. Et en faisant croire à l'ONU, non, que je fais le régime de tutelle. Le Cameroun et le Togo sont les exemples parfaits de ce que je suis en train de vous dire. Alors c'est ça. Et c'est ça qu'on n'avait pas passé son temps à démontrer à l'ONU pour dire que, mais non, non, non. Il y a une violation flagrante des termes du régime de tutelle par un pays comme qu'on appelle la France. Et la France va essayer ici en retour donc, de fabriquer les Houphouët Boigny, les politiciens ojulatistes, n'est-ce pas, pour contrer les patriotes à la tribune des Nations Unies. Et elle va essayer de faire des alliances au niveau des Nations Unies, justement, pour empêcher que la voix, n'est-ce pas, de ces pays-là porte. C'est ça l'enjeu. Or, à ce niveau, les Américains, c'est quoi l'Atlantisme? Les Américains sont dans les histoires de, il faut décoloniser. Pas parce qu'ils aiment l'Afrique, non, 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 non. Parce qu'ils sont simplement en avance. En avance qu'aujourd'hui, eux, ils ont les moyens de continuer la colonisation sans être présents. Pas des mécanismes nouveaux. Mais la France, elle sait très bien qu'elle est en retard. Elle n'a pas les moyens de jouer ça. Je me répète un dessin. Donc, le génie de De Gaulle, c'est quoi? De Gaulle mesure très vite. D'abord, il y a une rivalité entre lui et Pétain. Pétain a un prestigieux extraordinaire en France à l'époque. Après la Première Guerre mondiale, Pétain est le plus grand militaire français. Prestigieux. De Gaulle était un petit colonel qui n'est même pas très brillant. Quand donc le maréchal Pétain va se mettre à genoux devant l'Allemagne, De Gaulle a le génie, on ne peut pas le nier ça, de dire, d'entrevoir que la France, il est possible que la France s'élève. Il est possible que la France sorte de cette affaire en faisant des alliances intelligentes. Il va à Londres. Il est pris en charge très tôt par les Rothschild. Je ne sais pas comment. La je suis encore en train de faire des recherches sur comment De Gaulle est coopté par les Rothschild. Mais il va à Londres. Or, Londres est déjà la capitale, est déjà la city, elle est déjà la capitale financière du monde. Oui. Vous comprenez ça? Déjà, il va à Londres et il va s'entendre avec le représentant des Rothschild, Churchill. Churchill lui dit, c'est possible parce que nous, on est anglais, parce que les Illuminati disent, nous on veut finir avec Hitler. Hitler. Pas l'Allemagne. Hitler. Il faut bien comprendre les choses. Avec les nazis. Pas l'Allemagne. Parce qu'à un moment donné, au départ, les nazis sont en accord avec les mondialistes. Oui, Hitler c'est leur produit. Mais à un moment donné, il y a des accords. Parce que Hitler, lui, il a un projet allemand. Alors que les Illuminati veulent se servir de l'Allemagne pour d'autres projets qui n'ont rien à voir parce qu'eux, ils ne croient pas aux nations. Mais Hitler, lui, croit à la nation. Sur la base de la race pure, aryenne. Il va y avoir un choc entre les Illuminati, qui au départ sont les patrons de Hitler, et M. Hitler. Et du coup, les Illuminati disent que nous, on va finir avec le chibla, Hitler. Et Churchill, qui est l'éminent représentant, reçoit De Gaulle et dit que, ben, dis donc, contrairement à Pétain, toi, tu veux faire la guerre, on est d'accord. Sauf que bon, tu nous apportes quoi sur la table? De Gaulle dit à Churchill, j'ai l'Afrique. Mais c'est un flément, il n'a pas encore l'Afrique. C'est le génie. Le gars n'a pas. Il dit que j'ai l'Afrique. Il n'a pas encore l'Afrique. Parce que les vichistes dominent. Oui. Jusqu'à Dakar. Mais le gars, c'est un génie. Il va réussir à débattre au Cameroun. En rayon. Très mince, il faut le dire. Misérable. Oui. Et il va réussir à convaincre il va trouver ici un accueil au Cameroun où les gens. Bon, dans la chambre de commerce, il faut bien le dire. Les gens ne sont pas pour des vichistes ici. Vous comprenez?
il va nouer une alliance ici. Et on crée l'État libre. La France est libre est née au Cameroun. On a 1940. La France est libre Le est née 27 août 1940. parce que Churchill lui dit, si tu m'amènes un truc comme ça ici, tu entres, tu t'assois avec nous. Parce que si on va te donner de l'argent, il faut qu'en retour, on fasse que tu vas apporter quelque chose. Tu vas nous apporter les matières premières. Parce que la tradition des Rothschild, justement, des financiers, d'Oumari, des financiers, c'est justement que on donne la fausse monnaie, mais tu apportes les vraies richesses. C'est quoi les vraies richesses? Ce sont les matières premières. Clair. C'est les matières premières. C'est clair. Et surtout la possibilité de nous permettre, nous, d'avoir le contrôle sur les banques centrales de ces pays-là. Ce n'est pas De Gaulle qui rédige le pacte de France CFA, ce sont les Rothschild qui écrivent ça. On le dit parce qu'ils ont déjà expérimenté ça aux États-Unis. Ils disent que non. Si tu nous apportes ça, De Gaulle vient ici. Il réussit à convaincre une partie de notre élite à l'époque. Ils s'entendent. L'État libre, la France libre naît ici. De Gaulle amène ça. Avec son général Leclerc et autres, ils vont engager des combats au fur et à mesure. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, quand De Gaulle réussit à signer, à partisan avec le Churchill, il a un autre génie. Il voit très bien que dès que la guerre froide éclate, les Américains ont besoin, tout à l'heure vous avez appelé ça, les Américains ont besoin d'un gendarme, n'est-ce pas, pour lutter contre le communisme. Non seulement en Europe, mais en Afrique. Regardez encore son génie. De Gaulle réussit à faire un compromis avec les anticommunistes américains. Je dis bien les anticommunistes, les réseaux anticommunistes américains, il faut un compromis. Ça va déboucher sur la création de la milice personnelle de De Gaulle qu'on appelle Service Action Civique. Avec les Pasqua, les Léandri et qui encore là. Ils sont trois. Qui crée cette affaire-là? Il y a un autre monsieur là. C'est important que je l'appelle son nom. Voilà. Charles Pasqua, Charles Léandri et Jacques Foccart. Jacques Foccart. Ils mettent sur pied cette milice qui a pour mission, n'est-ce pas, de tout faire pour que les pays africains du précaré français, entre guillemets, ne basculent pas dans le camp communiste. De Gaulle, donc, à travers ça, devient un interlocuteur incontournable face aux Américains. Mais en même temps, il ne veut pas être dominé par les Américains. Parce que justement, je vous ai dit que il sent très bien que, comme, parlons comme ça, les atlantistes décolonisent pour coloniser de manière plus intelligente, et que la France, elle n'a pas ses moyens, De Gaulle dit, je vais les battre sur ce terrain-là. Moi, je reste ici. Je vais signer des accords particuliers avec les pays africains. Je vais prendre en charge l'élite africaine et je vais massacrer les patriotes africains en faisant croire qu'ils sont des communistes. D'où il fait l'alliance avec les catholiques, les réseaux catholiques. Attention, le Vatican, on diabolise les partis patriotiques nationalistes africains en les faisant passer pour des anticommunistes. Non, pour des communistes. Pendant qu'en France, regardez le génie, pendant qu'en France, lui fait un accord avec tout, il réunifie la résistance. Oui. Or, dans la résistance française, il y a les communistes qui jouent un rôle extraordinaire. Dites-moi comment quelqu'un peut être anticommuniste en Afrique, mais dans son pays, il réussit à fédérer la résistance au point, voilà pourquoi les communistes français à l'époque ont au moins 22%, représentent au moins 22%, n'est-ce pas, en termes de poids électoral en France. Et ont des députés au Parlement. Donc, voilà l'originalité qui présente aux États-Unis. Les Américains ne comprennent rien. Parce que les Américains ne sont pas de très grands politiciens. Mais les Français font la politique. Ah oui, les Français font la politique. Elle est maléfique, mais c'était valable à l'époque. Et ils font la politique. De Gaulle donc réussit à faire ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dès 1956, De Gaulle trouve l'uranium au Niger. Au Niger, au Mali. Et il décide donc qu'il faut créer le fameux État, l'Organisation des communes et régions du Sahara, qui dans la tête de la France aura pour mission de lui garantir l'accès à l'uranium, qui à l'époque est l'enjeu central, l'enjeu politique, parce qu'elle permet d'avoir l'arme nucléaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il réussit donc, il fait ça, il signe les accords. Les accords sont signés et il favorise les leaders comme le Houphouët, les Senghor, rappelez-vous, qui sont ministres en France. Parce qu'il faut bien comprendre. Dites-vous, pourquoi des Noirs sont ministres en France? Ça peut vous faire rire ici, mais quand vous avez des ministres noirs en France, vous allez dans une conférence internationale, vous ne parlez pas en l'air. J'ai des ministres
chez moi. Ils parlent au nom de leur continent. Ils sont ministres. Donc, la France a une particularité extraordinaire. Les politiciens européens ou américains sont même fascinés que, mais ce que l'affaire que le gars est en train d'inventer comme ça, c'est une invention nouvelle. Mais comment il fait pour, certainement, les Africains soient avec lui. Il réussit à faire ça, il détache le fouet du RDA, il retourne le fouet, et le fouet bascule. Et c'est là où naît le fouettisme, le rôle du fouet dans toute l'Afrique. Ça naît là. On va l'enrichir, lui fermer tout ce qu'il va faire, pourvu qu'il maintienne ce projet qu'on appelle l'organisation des communes et des régions du Sahara. Quand ça ne marche même pas, la France, par les accords, et l'UMOA va réussir à maintenir cette affaire. Ça va donc donner à la France l'énergie nucléaire, à travers le commissariat à l'énergie atomique. Oui. À l'époque, deuxième élément important, les États-Unis entrent dans une crise économique, qui va aboutir, n'est-ce pas, à ce que Nixon va faire, détacher, n'est-ce pas, les talons hors des monnaies. Voilà, l'Amérique en ce moment-là est faible. Vous comprenez? De Gaulle, pendant ce moment-là, profite des faiblesses des États-Unis pour leur dire, ok, moi la France, je marche. Je ferme les yeux sur beaucoup de choses, pourvu qu'on s'entende. On fait un compromis. Demandez-vous comment, c'est dans ce compromis qu'est née la répartition des tâches entre les États-Unis et la France. La Banque mondiale appartient à qui? Aux États-Unis. Et le FMI, c'est toujours un Français qui est directeur. Mais ça vient d'où le compromis? Ça vient de là. De Gaulle réussit, n'est-ce pas, à jouer, à dire que bon, j'ai l'Afrique avec moi, j'ai un empire colonial avec moi, et il faut qu'on s'entende. L'empire, mon empire, va être l'arrière-cour toujours de l'Occident, pourvu que je sois l'intermédiaire reconnu comme tel ici. Donc, c'est comme vous vendez une marchandise, vous réussissez à négocier l'exclusivité de la marchandise. De Gaulle réussit à obtenir ça, parce que les Américains ont un problème. Ils sont obnubilés par une seule chose, limiter l'influence de l'Union soviétique. Vous comprenez? En même temps, De Gaulle joue double jeu. Il dit qu'il est anticommuniste, mais il y a un parti communiste en France. Il dit que non. Nous, on est une démocratie. Nous ne pouvons pas interdire ça. On est une démocratie. Et les communistes chez moi sont forts. Si vous ne voulez pas qu'ils prennent le pouvoir, composez avec moi pour qu'on les contienne dans un moment donné, oui. Parce qu'ils ont quand même lutté contre Hitler. On va les contenir pour qu'après on les liquide. Pour l'instant, il faut faire ce compromis. On va appeler ça l'exception géopolitique, qui deviendra plus tard l'exception culturelle de la France. Voilà comment la France réussit, n'est-ce pas, à empêcher d'être réussi, à ne pas être placée sur la colonisation directe des États-Unis. L'Europe est colonisée par les États-Unis. L'OTAN, c'est ça. Mais la France réussit, De Gaulle réussit ça. La France refuse d'être membre de l'OTAN. La France réussit à ne pas réussir la prouesse de ne pas être membre de l'OTAN. Parce que De Gaulle a réussi à mettre derrière lui l'empire. C'est ça qu'il faut dire. L'empire. Donc c'est comme ça que la France a réussi à échapper. Quelle est la leçon à retirer de cette affaire? Vous voyez comment le génie d'un homme peut libérer son pays? Comment le génie d'un homme peut prendre son pays qui n'a rien, parce que la France n'a rien à l'époque. Rien. Vous avez le moral d'un homme. Elle n'a rien du tout. J'ai dit qu'il n'y a rien. Mais attends, j'ai dit que De Gaulle est arrivé ici en avion. C'était pas une injuste. Il y a les photos. Hein. Il y a les photos. Il y a les photos. On en a parlé déjà le 27 Il n'avait rien. On en parlera le 27 août prochain. Les hommes, les femmes, la nourriture, l'argent. Mais c'est au Cameroun qu'il a pris ça. Pour engager la reconquête jusqu'en Algérie. C'est au Cameroun. Les Russes lui ont rappelé dernièrement, ici au Cameroun, l'ancien ambassadeur russe au Cameroun a fait un discours pour rappeler ça. C'est pas l'ambassadeur russe, j'ai ce discours. Voilà comment le génie d'un homme, son courage et sa foi a déplacé les montagnes. Moi, je suis un anti-impérialiste. Mais c'est une leçon à apprendre de De Gaulle, c'est ça. Il faut apprendre ça. Là, De Gaulle, le génie. Alors, voilà la leçon. Mais ton émission d'aujourd'hui a un sens. Pourquoi? Parce que la configuration là, c'est dans laquelle on est aujourd'hui. Et dans une position qui est contre la France. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Afrique est devant une situation où elle est à 2 pas. Et nous allons gagner ça, je vous l'assure. Elle est à 2 pas de remporter sa libération.
Pour la simple raison que la France était assise dans la cour des grands parce qu'elle avait derrière elle l'Empire. Et De Gaulle a su faire ça. Mais après De Gaulle, la France n'a eu que des piètres politiciens, des politicards, des traîtres. Et ça ne peut pas être le contraire. Quand vous opprimez, vous devenez bête. Qui, n'est-ce pas, sont simplement allés vendre la France, n'est-ce pas, chez les financiers internationaux, sans les obtenir en retour. Vous comprenez? Vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que je vous dis là, les acquis géopolitiques que la France avait accumulés n'existent plus aujourd'hui. Vous comprenez? La guerre froide étant terminée, n'est-ce pas, dans les années 80, oui. La France n'a plus eu d'hommes politiques capables de remobiliser l'Afrique en la séduisant comme De Gaulle l'a fait. Séduire ses élites, séduire sa classe moyenne, séduire les générations montantes dans une perspective internationale qui pouvait les faire rêver. La France n'en a plus. Elle n'a que des petits sauvageons comme président, les Sarkozy, le Jupitérien, des gens qui ne savent même pas. C'est-à-dire, mais qui c'est ma mission? Donc c'est Sarkozy qui ramène la France dans l'OTAN. C'est Sarkozy. Pendant que Chirac est en guerre contre Bush en Irak, Sarkozy va à l'ambassade américaine faire un discours. Les gens oublient ça. C'est là où commence sur l'ascension présidentielle. Il va carrément se dire que je me propose, je me vends à vous. Contre Chirac. Et après Sarkozy, Hollande, c'était une transition. Il fait rire les gens, mais il ne perd pas. Et après, donc, on a imposé le Jupitérien, oui. Qui est là, sa mission, comme les mondialistes, en fait, n'aiment pas les nations. Les mondialistes n'aiment pas les nations. Les Macron, les élites mondialisées sont là pour détruire les nations. Mais la France, c'est une nation. On a été là détruire. De Gaulle était attaché à la nation française comme étant une actrice incontournable de la géopolitique mondiale. Les politiciens français, après De Gaulle, estiment que la France, c'est rien. Ce sont les multinationales. Ce sont les financiers qui font le monde de demain. On s'en fout des nations. Vous comprenez? Et la France, n'est-ce pas, justement, à travers les politiques comme celles que je suis en train de citer, a travaillé contre ses propres intérêts en Afrique. On est où aujourd'hui? On est dans une situation où aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est en train de se construire et qui oblige les patrons de la France à dire, mettons la France de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour parler avec les Africains directement? Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas parler avec les Africains. Ils ont perdu ça. Depuis longtemps, ils avaient un intermédiaire, oui, qui était la France. Et du coup, ils n'ont pas eux-mêmes appris à parler avec les Africains. Les dirigeants africains d'aujourd'hui savent très bien qu'ils sont assis sur des bombes qui, à tout moment, peuvent les emporter s'ils n'intègrent pas dans leur logique de classe les intérêts des peuples. Vous comprenez? Oui. Et c'est pour ça que je dis donc qu'il y a un boulevard qui s'ouvre à nous. On va faire à la France ce qu'elle nous a fait hier. C'est ce qu'on est en train de faire. Et la chance, une fois le plus, c'est reconstituée comme hier. La Russie est de retour. Et la Russie est dans son rôle historique, comme elle l'a fait hier. Construire un internationalisme des peuples pour la sécurité de la Russie. Ce n'est pas la philanthropie. Ce n'est même pas l'amour. Hein. C'est que la Russie n'a pas d'autre choix que de faire ça. Sinon, elle-même, elle va disparaître. Puisque le projet des mondialistes est de la faire disparaître. C'est un vieux projet. Donc, le rôle de la Russie dans l'histoire de la Russie, justement, pour exister, c'est de tout faire pour bloquer les projets globalistes. Et c'est là où nos intérêts rencontrent celle de la Russie, mon cher gosse. Et comme hier, un génie en France a su concilier ces choses-là pour créer un boulevard à son pays, rien qu'en faisant la diplomatie et la politique. Les panafricanistes n'ont-ils pas les moyens aujourd'hui de faire la même chose? Nous sommes en train de faire la même chose. C'est ce que nous faisons, hein? Oui. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Depuis 10 ans. Les hommes allons vous dire qu'on ne le fait pas seulement, on va réussir. On va réussir et nous sommes sur le point de le faire d'ailleurs. Docteur Jean-René Dommage, je vais me tourner vers vous. La France a échappé une fois à la colonisation. Comme elle perd l'Afrique, va-t-elle échapper à nouveau à cette colonisation? Je pense qu'après avoir suivi l'exposé brillantissime du président Badakani, qui renseigne énormément sur les profondeurs de cette histoire. Vous êtes financier. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Et donc, ouais,
il a retenu mon attention par rapport à l'exceptionnalité, la grandeur du général de Gaulle. Je n'avais jamais suivi ces aspects particuliers. Et évidemment, je comprends davantage pourquoi, au fur et à mesure que les décennies passent, les politiciens français perdent de l'ampleur que ce soit en France ou sur le plan international. Il discours anti-français. Est-ce que la France va échapper encore une fois à une, on va dire, recolonisation? Parce que bon... elle est déjà colonisée indirectement. Mais maintenant, je pose la question, est-ce qu'elle sera colonisée directement puisqu'elle perd l'Afrique parce qu'elle a utilisé la ruse pour présenter l'Afrique à ceux-là qui devaient être ses amis? Elle est colonisée indirectement, par exemple, à travers le plan Marshall, qui a été une solution à saluer après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le plan Marshall a permis quand même de reconstruire cette France, de pouvoir embrayer sur la croissance et puis sur la modernité. Et donc, il y a que, même si c'est la colonisation, c'est quand même la France en tout point de vue, sauf que sur le plan politique aujourd'hui on peut constater que la France n'avance pas. S'il y a eu un grand homme comme le général de Gaulle qui a fait valoir son génie au moment où les choses étaient extrêmement compliquées, parce que je suis rentré dans les archives. Bon, je ne sais pas s'il était un génie pour vous, mais moi personnellement je ne sais pas. Bon. Non, par rapport à ce qu'il a pu obtenir pour la France à cette époque-là. Ne faisons pas ce genre d'erreur. Vous comprenez? Il faut connaître la valeur de son ennemi pour mieux le combattre. De Gaulle était un génie du point de vue des intérêts français. Pour nous, c'est un assassin. Il a tué les patriotes et tout. Mais le fait est que il a réussi à mettre en place un dispositif géopolitique qui a permis à un pays qui n'était rien, qui était à terre, qui n'a gagné aucune guerre. Mais c'est quand même bizarre qu'un pays qui perd la guerre soit vainqueur dans la négociation. Attends, c'est quoi? C'est du génie. Maléfique ou pas, c'est du génie. Parce qu'il a réussi justement à mettre derrière lui les Africains qui à l'époque, c'est la question qu'il faut se poser, ils étaient encore faibles, parlons comme ça pour rester poli, sur le plan géopolitique. Continuez votre propos, hein, docteur Jean-René Douma. Merci. Alors, le passage de cette colonisation indirecte à la colonisation directe, après avoir évoqué tous ces aspects-là en ce moment pour la France, se décline de plus en plus précisément. C'est parce que je dois noter l'incapacité d'un grand homme français qui peut se distinguer pour pouvoir adapter sa réflexion, son intelligence au contexte actuel. Oui. Parce que le monde est un monde mouvant, c'est un monde en mutation, c'est un monde en changement et il faut pouvoir s'y adapter. Et nous constatons, malheureusement, et moi en particulier, que depuis des décennies, aucun politique français ne s'est distingué dans le sens de la réflexion pour l'adaptation de leur politique internationale, surtout vis-à-vis de l'Afrique, à ces mutations-là, qui, elles, ne peuvent pas être freinées. Nous avons tous les indicateurs sur le plan de la prospective qui montrent que les changements qui sont engagés ne peuvent pas faire marche arrière. Et donc, les États-Unis, pour parler d'eux, qui sont un peu comme le radar du monde, le gendarme, pour ne pas perdre leur position de leadership, ne vont pas regarder comment la France perd l'Afrique et puis à travers cette perte de l'Afrique, entre guillemets, les États-Unis seront suffisamment fragilisés. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour trouver un moyen on va dire, de sauvegarder ce qu'ils peuvent sauvegarder, surtout que l'entrée en scène de la Russie au moment opportun les préoccupe davantage. Donc, si j'ai un souhait, c'est que, évidemment, les choses continuent comme elles continuent et que la France se retrouve dans la position des pays africains en général, là où nous sommes depuis plus de 60 ans et plus, que la France se retrouve dans cette position réellement et qu'elle y passe 30, 40, 50 ans pour mieux comprendre pourquoi est-ce que nous nous engageons et nous demandons avec fermeté que
nous voulons être libres. Nous voulons restaurer notre dignité, nous voulons gérer nos affaires et nous voulons travailler en partenariat avec tous les autres pays, mais dans le cadre de win-win, comme on le dit si bien. Nous avons des ressources, ces ressources doivent faire de nous un gage dans le positionnement sur l'échiquier mondial, parce que l'Afrique n'est toujours pas représentée comme elle se devrait, mais elle reste le continent le plus riche. RSC, le continent avec le plus de ressources en termes de jeunesse, en termes même d'intelligence, hein, parce que le monde est tellement ouvert que vous savez que nous avons tous fait des études, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, avec des Français, des Allemands, des Américains, etc. Et nous connaissons les résultats. Les Africains ne sont pas souvent les derniers, pour ne pas dire qu'ils sont souvent parmi les premiers dans tous ces pays-là. Donc, si on veut parler d'intelligence, l'intelligence est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons la capacité d'échanger, de discuter, de pouvoir nous adapter. Et si on a tenu pendant toutes ces années de néocolonisation et qu'on continue de se battre et que ça nous a rendu plus forts, c'est qu'on est capable de tenir encore pour des temps qui sont plus intéressants. Donc oui, la France a encore la possibilité, en nous suivant, de pouvoir se retirer, de pouvoir réfléchir. Elle qui veut passer aujourd'hui par les négociations, parler aux Africains, est-ce que la parole sera facile? Est-ce que la négociation même sera facile entre avec les Africains? Comme le président Balakani le dit souvent, ils n'ont pas appris à négocier avec nous. Ils savent imposer leurs lois. Ils ont toujours imposé, ils ont toujours dicté. Et donc, aujourd'hui, pour qu'ils reviennent à une position où ils peuvent dire, bon, asseyons-nous et parlons d'égal à égal. Parlons d'égal à égal. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de le faire. S'ils ne le font pas, les Américains vont trouver un moyen de pouvoir le faire directement, et puis ce qui va arriver. On leur aura tiré la sonnette d'alarme, parce que je pense que le faire même, c'est aussi dire à la France que nous espérons encore qu'elle va pouvoir trouver un moyen de rester un partenaire pour l'Afrique, un partenaire digne de ce nom. Parce que c'est une question d'intérêt. Il y a une question d'intérêt, et on vous comprend parfaitement. André Kizzel-Fanga, vous qui êtes pasteur, il est écrit justement que ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'autrui vous fasse. Preuve contraire, c'est que du côté de la France, on a fait justement autrui, mais ça peut arriver également que les patates se retournent contre vous. C'est la fille aînée du Vatican. Ça va être quand même compliqué, parce que quand on regarde justement cette histoire de la colonisation américaine sur la France, il était prévu justement que la France ne batte jamais monnaie, que la France soit gouvernée justement par les Américains et qu'il y ait des bases militaires américaines sur le sol français. Genèse chapitre 3, le verset 1 dit: le serpent était le plus rusé des animaux qui étaient faits par Dieu. Et quand vous voyez le comportement français, c'est le comportement de la ruse. Et si la France est rusée, ça veut dire que la France appartient à qui? Au diable. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre le comportement français. Quand vous regardez la démarche, très bien expliquée par le président Bandakani tout à l'heure, ça c'est géopolitique, mais maintenant, il était inspiré par qui? Parce qu'il faut comprendre quand on a la démarche de quelqu'un. Parce que les États-Unis étaient dans une logique. Je savais que tu es là. Tu vois, voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, la France a justement utilisé la stratégie, parce qu'il faut comprendre que l'Italie, Rome, c'est-à-dire Rome, la France a réussi à prendre ce que Rome avait. Oui. Et c'est ce qu'elle allait négocier avec les États-Unis et l'Angleterre. Cette puissance mystique et démoniaque. Parce que quand vous allez regarder, parce que le président parle seulement du FMI et tout le reste, mais le plus grand sommet de la sorcellerie mondiale se trouve où? C'est le sommet de Davos. Et qui est le secrétaire général de Davos, c'est-à-dire celui qui conçoit les réunions et tout le reste et qui a tous les documents? C'est un Français qu'on appelle Jean Attali. Jacques Attali. Et Jacques Attali est celui qui fabrique la plupart des chefs d'État français. C'est le fils de Rothschild. Donc, quand Jacques Attali dit que c'est... Quand Jacques Attali dit que c'est tel qui sera président en France, ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce que
il y a des forces négatives, il faut le préciser, démoniaques, qui concourent à mettre cette énergie-là en un individu. Et vous pouvez comprendre le comportement de Macron. Et d'ailleurs, un petit garçon lui a encore posé la question, comment se porte ta joue? Suivez mon regard après la gifle. Comment se porte ta joue? Comment était la gifle? Parce qu'un autre petit garçon dans une école lui avait écrit au tableau, Macron est un con. Donc vous comprenez que ce comportement ne peut que déséquilibrer des gens qui n'ont pas véritablement une base spirituelle assez solide, mais une base spirituelle démoniaque. Donc ils ont réussi à négocier ça avec les Américains et les Anglais sur la ruse. Parce qu'ils ont vendu quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est comme nos propres frères ambazoniens que nous avons ici, qui sont allés vendre un pays qu'ils n'ont pas, qui sont allés vendre des territoires, parce que vous savez qu'ils sont allés voir un certain grand trafiquant au niveau des États-Unis vendre un territoire qu'ils n'ont pas. Dire que voilà, nous avons un territoire de tel nombre de carrés et voilà les ressources. C'est ce que De Gaulle a fait. Et nous savons que le diable ne vit que pour trois choses. Mentir, voler et détruire. Oui. Donc, c'est la stratégie que De Gaulle a utilisée, la stratégie démoniaque, et il a réussi. Et les Américains qui étaient friands, parce que eux, ils avaient l'esprit de domination. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont vu ce que Hitler a fait. Ça leur a inspiré beaucoup de choses. Parce que la plupart, quand on dit que la France n'a pas été colonisée, non. La France a été colonisée pendant 4 ans par l'Allemagne. Envahi même. L'Allemagne a colonisé la France pendant 4 ans. Oui. Tous. D'ailleurs même, on était dans le projet hitlérien de Hitler, c'était de transformer véritablement le territoire français en une sous-préfecture allemande. Ce qui avait commencé avec des projets. Et la plupart des choses que Hitler a construites chez lui, il a triché ça de la France, de ces jolis bâtisses qui ont été... Il allait faire cela en Allemagne. Donc, la France a été colonisée. C'est parce que justement le secours, cette ruse-là a aidé la France à sortir de la colonisation allemande pour aller maintenant s'agripper de manière rusée à l'Angleterre et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, et maintenant, ils ont négocié leur liberté. Parce que c'était une négociation de liberté. De Gaulle a dit, moi j'ai des États, j'ai des gens autour de moi que je domine, qui n'était pas vrai. Parce qu'on a aidé un souffreteur. Vous voyez la gentillesse de l'Afrique. La gentillesse des Africains. On a été gentil avec eux. Gentil avec De Gaulle. On a vu un souffreteur. On a vu quelqu'un qui ne valait rien. Absolument rien. On lui a tendu le bras. Et il a pris tout le bras. Pour aller vendre aux États-Unis, pour aller vendre à l'Angleterre. Il dit que mais non. Moi, j'ai des territoires, j'ai des terres. Et je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu des belles femmes. J'ai vu ceci. Vous êtes surpris de voir, monsieur... Il est parti avec les femmes, hein, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Jusqu'à Destin en fait tout un Harlem, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, monsieur Giscard d'Estaing avait des femmes au Cameroun. Hein. J'en connais, même chez moi, ben, toi là-bas. Donc il y en a. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous dites que les Français n'ont pas de territoire, Giscard d'Estaing a toujours les terres au Cameroun. Allez demander ce qui se passe à Batouri. Bien sûr. Où des avions privés atterrissent. Bien sûr. Toujours jusqu'à présent. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils ont utilisé la ruse. Monsieur De Gaulle a vendu un territoire qu'il n'avait pas. Donc, c'est un ambazonien. Donc, il faut le considérer comme ça. En tout cas, nous ne sommes pas en train d'utiliser la ruse. Hein. Mais nous, on n'utilise pas la ruse. Nous, on va droit au but. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour rétablir la vérité. C'est à cause de notre gentillesse, à cause de notre hospitalité, à cause de notre socialisme. Vous comprenez? Le vrai socialisme, pas le socialisme des sorciers blancs. Vous voyez un peu notre socialisme où on sait que si vous avez besoin d'un verre d'eau, en fait, il y a des calebasses à tout coup, à bout de chemin. On sait, on calcule la distance qu'un homme peut marcher 3 à 4, 5 km, il aura soif. Donc le village voisin met une calebasse, vous appelez ça quoi? Une jarre d'eau, merci Anatole. Une jarre d'eau et avec une calebasse où chacun peut puiser sans qu'on ait peur du poison. Sans qu'on ait peur comme en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu où il y a que tu ne peux pas boire de l'eau à côté de quelqu'un. Donc, voilà la vraie africanité. Donc, aujourd'hui, nous avons des éléments propres. Ce qui arrive aujourd'hui à la France, c'est qu'on récupère simplement ce qui nous est dû.
Nous avons besoin de liberté. Nous avons eu... ils nous ont trompés, ils nous ont mis dans un cachot sans notre volonté, de manière un peu mesquine. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer simplement ce qui nous appartient. Et si nous récupérons ce qui nous appartient, ça veut dire qu'elle doit devenir esclave, cette France, parce qu'elle a été colonisée. Elle doit revenir véritablement ce pays-là qui dépend des États-Unis véritablement, sans les autres 14 États, 15 États africains qui étaient justement sur leur colonisation, sur leur influence culturelle, économique et tout le reste, et même démoniaque. Albert Anatola, ici, toujours dans ce pan de l'histoire, on ne va pas également oublier que le 27 août 1940, on le sait, la France libre est née au Cameroun, après avoir justement, après que les Africains aient libéré la France du joug colonial, on va le dire comme ça, comme les mots de André Christophe Anga, allemand, eh bien, il faut également préciser que Franklin Delano Roosevelt avait demandé à De Gaulle de libérer immédiatement et totalement les pays africains qui l'avaient aidé dans la guerre. Malheureusement, en 1945, il va les emprisonner en leur offrant une monnaie de singe. Oui, en tout cas, j'attends toujours de voir cette monnaie de singe. Écoutez, il y a quelques semaines, un contemporain français, du de ses hautes fonctions de chef d'État, déclarait à l'occasion du centenaire de M. Napoléon qu'on ne peut pas juger le passé avec les lois du présent. Cette façon de dire des choses m'a amené à réfléchir et ça nous renvoie à la thématique de ce matin qui voudrait qu'on aille fouiller dans les poubelles de l'histoire française. Et dans les poubelles de l'histoire française, vous allez comprendre qu'il y a les erreurs que ces dirigeants ne voudraient pas qu'on voit. Oui. Et parmi ces erreurs, dans votre chapeau tout à l'heure, vous avez convoqué plusieurs éléments, mais j'en ai retenu, je crois, 3 ou 4. Le premier élément que j'ai retenu, protectorat. Le deuxième élément que j'ai retenu, dictature. Le troisième élément que j'ai retenu, monnaie. De bâtir monnaie, je crois. Le quatrième élément que j'ai également retenu, je crois, le droit d'exterritorialité. Ces 4 éléments-là sont assez essentiels pour meubler mon analyse. Et là, je vais répondre à votre question. Mais d'office, il faut reconnaître que, au-delà de ce que tout à l'heure le président Banakani a reconnu en De Gaulle comme un génie, oui, un jeu politique, la France, en tout cas les dirigeants français, ont été de tout temps des dictateurs. Et la France n'a jamais été une démocratie. Parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles, justement, les Américains tenaient à mettre, justement, la France sous protectorat. En tout cas, c'était le prétexte. C'est-à-dire qu'il fallait amener De Gaulle à démocratiser la France. Parce que c'était justement, lorsqu'il vous demandez à un dirigeant d'un pays de démocratiser son pays, ça veut dire qu'il y a une dictature. Il y a un règne de dictature. Et parmi ces éléments, nous avions donc le protectorat militaire. Il y avait le protectorat militaire et je crois le protectorat politique. Je crois bien dans votre chapeau. Oui. Donc, dans le protectorat militaire, tout à l'heure, le président Bana, quand il a soulevé, il était question de maintenir justement les bases militaires comme les autres le font sur le continent africain. Comme ils le font d'ailleurs sur le continent africain. Voilà. Maintenant, le protectorat politique, avec tout cela comporte comme institution diplomatique, comme la monnaie, tout ce que cela comporte. Et qu'il fallait que la France soit sous tutelle des États-Unis, de l'Amérique. Il n'y avait pas que les États-Unis, il n'y avait pas que la France, il y avait, j'allais dire, le Japon, il y avait l'Italie. Oui. Donc, puisque c'est la France qui nous intéresse ce matin, nous avons dit dans l'émission d'hier qu'en réalité, dans ce que nous vivons sur le continent africain, la France n'est que le cheval de Troie. Parce que derrière, vous avez les autres, vous avez ses alliés. Et puisque c'est la France qui s'est présentée justement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme étant l'interlocuteur, c'est l'intermédiaire, c'est lui-là qui avait un patrimoine colonial qui s'appelle 15 pays d'Afrique. Donc c'était lui-là, c'est la France qui est la face visible, qui est l'interlocuteur.
des pays africains dans le Conseil des Nations. De ce point de vue, donc, elle est présentée comme le cheval de Troie. Oui. Le deuxième élément que je voudrais convoquer dans mon analyse, quand j'ai dit que la France était une dictature, ça n'a jamais été une démocratie, je voudrais dire ici que, oui, De Gaulle c'était un génie, d'accord, c'était un patriote, d'accord, c'est même un nationaliste, je voudrais dire. Mais sauf que, lorsque l'empire colonial, lorsqu'il vient en Afrique, notamment au Cameroun, avec sa fameuse déclaration de Brazzaville, oui, il fait quand même des promesses aux dirigeants de cette époque, à savoir la souveraineté politique et la souveraineté monétaire. Je veux dire, la souveraineté économique, la souveraineté politique et la souveraineté économique. C'était ça, la promesse faite dès que la France est libérée, n'est-ce pas, de l'occupation nazie. À la fin, justement, de cette occupation, naturellement, comme on a l'habitude de dire chez nous, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, déjà, première fausse note, lors de la parade de la libération, ce ne sont pas les tirailleurs, comme les appelaient, africains, ce sont sénégalais, qui sont mis en avant. Non, bien au contraire, c'est plutôt les badauds français qui n'ont participé à aucune campagne qui était mise en avant. Ce qui constitue de notre point de vue une trahison. Deuxième chose, les soldes, les primes que cela compose davantage, qui étaient le fait des tirailleurs, n'ont jamais été reversés. Bien au contraire, ils ont été payés par le drame que nous connaissons du côté des Tiaroy au Sénégal. Tiaroy, oui. Voilà. De ce point de vue, donc, vous pouvez donc comprendre que le casting était déjà mis en marche, le scénario était déjà bien écrit pour que justement les promesses faites, notamment l'indépendance politique et économique, ne soient pas respectées. Quand j'ai dit ça, eh bien, ça m'amène à comprendre une chose. Contrairement à ce que tout à l'heure le docteur Douma disait, on n'a plus à s'asseoir avec la France ou un dirigeant français pour négocier de quoi que ce soit ou pour dialoguer de quoi que ce soit qui concerne l'Afrique. Dès lors qu'ils ont toujours utilisé la ruse, dès lors qu'ils sont toujours dans la posture de dominant, il n'y a pas de dialogue possible. Je suis partisan de la rupture totale. L'Afrique, c'est un continent qui, en réalité, n'a pas besoin de la France ni des autres. Le problème du continent africain, c'est son élite ou ses élites. Ce n'est pas un problème de ressources humaines, de ressources financières, c'est un problème de la qualité de l'élite. C'est ça le problème africain. Et cette qualité de l'élite nous a amené à accepter, à engager le continent africain, beaucoup de pays africains, à des contrats léonins qui ont été signés, notamment dans le cadre des accords de coopération. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, reprendre à quelqu'un, reproduire chez quelqu'un ce dont vous avez été victime, ou bien si vous avez, ce dont vous avez failli être victime, c'est faire preuve d'infamie. N'ayons pas peur des mots. C'est une infamie. C'est-à-dire reproduire sur quelqu'un une infamie, vous ne pouvez pas continuer à négocier ou dialoguer avec ce genre de personnages. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui vous emprisonne, qui vous envoie en prison, soyons clairs dessus, ce monsieur, vous ne pouvez pas l'aimer. On va vous prêcher tout l'amour de la Bible possible, tout l'amour de Dieu, de la Bible que vous voulez prêcher. Monsieur, je ne peux pas aimer ce genre de personnage. Donc, je pense donc que lorsqu'on voudrait présenter, oui, lorsqu'on présente M. de Gaulle, parce qu'il n'y a pas que, une personne ne peut pas avoir que le côté positif. Non, ce que je propose donc, M. de Gaulle, oui, on peut lui dresser autant de l'urée qu'on voudrait du côté de Paris, de la France, mais sur le continent africain, pour nous, c'est tout sauf un euro. Parce qu'il a mis justement le continent africain, notamment les 15 pays de l'espace francophone,
sur la colonisation et sur les indépendants du drapeau. C'est philologique. Parce que lorsqu'on parle de la décolonisation, moi, je ne vois pas de décolonisation quelque part. Je vois plutôt l'indépendance du drapeau. Encore que ces indépendants du drapeau sont également contestables. Dès lors que nous n'avons pas eu à choisir de manière libre et démocratique ces drapeaux sur lesquels on peut faire une thématique. Je termine par un autre élément, à savoir la souveraineté monétaire. Je crois que nous avons eu à faire un débat là-dessus, à savoir comment, sur notamment la dette coloniale. Naturellement, lorsque vous avez quelqu'un qui vous empêche d'avoir votre souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas dire que ce monsieur-là c'était un euro. Parce que la plupart des choses que nous vivons sur le continent africain, c'est-à-dire la servitude monétaire, la colonisation, puis le néocolonialisme, la dépendance économique, parce qu'on ne peut pas s'industrialiser. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est le continent des autres, c'est-à-dire qui sert, n'est-ce pas, de fournisseur de matières premières, c'est également le fait colonial. Et de ce point de vue, je ne peux pas être d'accord sur le fait que M. de Gaulle, c'est 1 euro. Pour les Africains, c'est un brigand. On fait la part des choses, hein. Pour eux, c'est un héros, mais sur le continent africain... Chez nous, c'est un brigand. Peut-être même un assassin. Pourquoi ne pas dire? Non, un assassin, c'est la même chose. Un brigand n'est pas quelqu'un de vertueux. Un assassin non plus. Un héros. Je dis bien que... Un héros. J'ai dit que un brigand, un assassin, ce n'est pas des personnes vertueuses. Vous convenez avec nous, hein? Oui, on vous comprend. De ce point de vue, donc, je pense que la thématique que vous avez mis en débat ce matin nous apprend au moins 2 choses, tout au plus. En tout cas, la première chose, la qualité de l'élite que nous avons. C'est tout ce qu'il faut retenir. Parce que, est-ce que nous avons une bonne élite? Il faut les dégoûter. Pour nous aussi. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une élite, je dis, de bonne qualité. Nous allons revenir d'ailleurs sur ce sujet. Hein. C'est quoi une élite sur le continent africain? Voilà. Ne vous inquiétez, justement, nous sommes en train de chercher à savoir c'est quoi réellement une élite, parce qu'on en parle à tous les coups. Alors que nous savons pertinemment qu'il n'en existe pas réellement. La deuxième chose qu'il faut en retenir, c'est finalement, est-ce que l'Afrique a besoin de tous ces aéropages, de prédateurs pour avancer? Je ne pense pas. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Président de Bandakani, je vais me tourner vers vous. Nous n'allons pas également oublier les rivalités franco-américaines. Il faut également dire que De Gaulle, à une certaine époque, demandait l'indépendance totale et entière de l'Europe. Il y a eu des accords secrets justement avec les États-Unis. Vous mettez le pied dans le plat. J'espère que j'ai été bien compris. Bon, je pense que tout le monde vous a compris. Et reviendront également sur le dictateur démocratiquement élu. J'espère également, lui, non, lui il a compris. Quand je convoque De Gaulle, je pense qu'on me comprend bien ici sur ce plateau. Ce n'est pas moi qu'on va rappeler que De Gaulle c'est un assassin. Ce n'est pas moi qu'on va faire rappeler ça. Je suis en train d'indiquer quelque chose, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez posé une question. Comment la France a échappé à la colonisation américaine? C'est pas ça là? C'est ça. Je vous dis, à cause d'un homme, De Gaulle. Est-ce qu'on peut nier ça? Non. C'est tout ce que je te dis. Je n'ai pas dit qu'il est... Et c'est pour ça qu'il est héros chez eux. Pour la France. Oui. C'est pour cela qu'on l'encense d'ailleurs tous les jours. Et que, justement, le génie américain, depuis sa mort, a été de déconstruire le gaullisme en France. Il a réussi. Pour fabriquer, c'est comme voilà, on dit... Des pantins. Non, pour installer des bandits au pouvoir. Des bandits. Oui. Alors, quand on disait que Sarkozy c'est un bandit, on l'insulte, non? On l'a condamné à quoi en France maintenant? On l'a condamné à quoi? En France, on dit quoi? Que c'est un vertueux? C'est un voleur. En tout cas, il n'entrera pas dans l'histoire. Non, vous inquiétez pas ça. Je réponds à certains, de bonne foi, de certains réseaux d'hommes de pouvoir. Alors, président, tu sais, il faut être un peu diplomatique, machin. Je lui ai dit, mais je fais la diplomatie. Nous, on fait la vraie diplomatie. Parce que vous faites la diplomatie de vos intérêts de classe.
un diplomate travaille pour les intérêts de son pays, pas pour lui-même. C'est ça un diplomate de manière fondamentale. Nous désignons quelqu'un pour ce qu'il est. On dit que non, non, ce sont les injures. Et maintenant, son pays confirme ce qu'on dit. Il y a un problème. Si les gens sont en retard... La justice de son pays. Oui, tout à fait. Et on dit que c'est une grande justice, en passant. Donc, si les gens sont en retard, ils rattrapent leur retard. C'est le jet d'un homme qu'on appelle De Gaulle qui a mis la France là où elle est, qui a permis à la France de s'asseoir à la table des grands. C'est tout ce que je suis en train de dire. Pour nous, c'est un assassin. Pour la France, c'est un héros. Et maintenant, je dis, la leçon, c'est quoi? Parce qu'il faut retenir la leçon. Ça dit tout à l'heure, il pose un débat, il faut y revenir. Qu'est-ce qu'on appelle une élite? Mais maintenant, c'est quoi les hommes politiques? Nous allons y revenir, hein, par exemple, avec Annie. Le sujet sera mis sur la table un bonjour, un bon matin. Le problème du monde, c'est quoi? Tout à l'heure, Fanga a complété ma géopolitique parce que j'appelle la géospiritualité. J'ai été le premier à dire en Afrique qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Je te rassure. C'est que la géospiritualité est un terrain très glissant où on confond religion et spiritualité et on met tout et n'importe quoi. Ça dégénère dans des conflits inutiles. J'ai décidé de ne plus en parler. Vous ne pouvez pas diviser le front de lutte. Mais il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Et il y a une géospiritualité mondiale dont les contours apparaissent aujourd'hui à tout le monde. Bien sûr. Et c'est ce qu'il appelle la géopolitique, la géospiritualité du serpent ancien. Si vous êtes chrétien, vous savez ce que ça veut dire. Si vous lisez la Bible, vous savez ce que ça veut dire. D'autres définissent, donnent un autre nom dans leur tradition à ce qu'on appelle le père du mal. C'est ce que je veux dire. Et le père du mal, qui a pour représentant les 13 familles que nous citons ici tous les jours, parce qu'il ne faut pas rester dans l'abstrait pour tromper les gens, il faut désigner quels sont les fils de Satan sur terre actuellement, et qui ont pour projet d'imposer son ordre sur terre, ce sont ces 13 familles. Or, ces 13 familles, je parle devant un financier, ont décidé, je répète toujours ça, d'éliminer les nations. Elles ont commencé d'abord à mettre les nations en compétition. Parce que le capital, vous m'obligez de faire maintenant un cours d'économie politique. Le capital s'est émancipé depuis des nations du cadre national pour devenir un capital global. Et il a donc pour ennemi, à cause de cette évolution, les nations qui, d'après le capital, constituent un danger de par les cadres, n'est-ce pas, que constituent les nations comme étant l'échelon le plus élevé de la politique. On l'a vu sur la charte de Toronto, non? Oui. Vous vous souvenez, non? C'est père qui est dedans, noir sur blanc. Noir et blanc. Et c'est vous et nous qui avons écrit la charte de Toronto. Pas du tout. Elle est écrite on parle de quoi? 1965. Alors on va rappeler les évidences. Donc, le capital met d'abord les nations en compétition pour détruire les nations. Et c'est comme ça donc que, mon cher Goss, oui, le capital devenu financier, Lénine l'a prévu. Lénine a prévu cette évolution-là, devenu impérialisme, c'est-à-dire le capital financier a fusionné avec le capital productif. Vous comprenez ça? Oui. Pour devenir hors de contrôle, hyper puissant. Et du coup, ils ont décidé de transformer les hommes politiques en fonctionnaires des banquiers. Ça, c'est la, je réponds ici, ça c'est la dérive qui va s'opérer, n'est-ce pas, à la fin des années 80, n'est-ce pas. Ça commence depuis, avec différentes crises économiques, n'est-ce pas, les différents chocs pétroliers et consorts, n'est-ce pas, qui traduisent une évolution claire du capitalisme vers la financiarisation. Vous comprenez? Et du coup, le capitalisme productif industriel est déclassé au profit du capitalisme financier. Le capitalisme financier est dirigé par les banquiers. Les banquiers décident que les hommes politiques doivent disparaître. Pourquoi? Parce que les hommes politiques travaillent pour les nations. Désormais, il faut favoriser ce qu'on appelle leurs employés. Et du coup, on a commencé à mettre à la tête des États, à travers des pratiques de géospiritualité satanique, qui sont élaborées dans les officines ésotériques, coiffées au niveau supérieur parce qu'on appelle Illuminati, c'est-à-dire ceux qui sont au 33e temple dans lesquels très peu accèdent, n'est-ce pas, et qui pratiquent des crimes rituels sataniques pour mendiquer le pouvoir. J'utilise les mots ésotériques, pour mendiquer le pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu dans le monde entier, il y a une généralisation des crimes des enfants. On veut cacher ça, mais ça va sortir, c'est un scandale. On ne peut pas empêcher ça. Le problème du monde aujourd'hui, c'est la gestion de ces scandales-là.
que les Illuminati veulent négocier comme ça et comme ça, mais ils ne reçoivent pas mon chien gauche. Je vous l'assure parce que ils ont contre eux le vrai Dieu qui les a coincés. Donc ces gens-là ont décidé de transformer les hommes politiques en petits fonctionnaires des banquiers. On n'a plus d'hommes politiques. Or la leçon c'est quoi? C'est que De Gaulle était un homme d'État. Il est devenu un homme politique. Pour son pays, je répète. Un homme politique est quelqu'un qui peut savoir décoder les enjeux politiques de son temps, décoder ce que d'autres ne lisent pas. C'est ça le génie de l'homme politique. Décoder, analyser les situations de la cartographie géopolitique du monde et voir quelles sont les chances de son pays et opérer donc ce que l'homme politique sait faire. C'est-à-dire rendre possible ce qui paraît impossible. Transformer les faiblesses de ton pays en force. Mais c'est ce que De Gaulle a fait. La France avait quoi? Les faiblesses de la France, c'était ce que je parlais tout à l'heure, son retard industriel, sa faiblesse. Mais De Gaulle a réussi à transformer ça en force. En quoi faisant? En disant, je crée un empire colonial, conférence de Brazzaville, mon cher ici. Oui, il vient le dire clairement. C'est ce qu'il propose à Brazzaville. Il dit aux Africains, créons l'empire. Créons l'empire. La France est la métropole et vos États sont des fédérations décentralisées de l'empire. C'est ça le projet de Brazzaville. Et même la constitution de 58, c'est pas ça? Si. Mais on parle de quoi? Ce sont des faits. Donc le gars décide de transformer ça, de transformer la faiblesse de la France en sa force. Et tout à l'heure j'ai expliqué ça. Il va plus loin. Parce que je vais démontrer ça, et ça doit le servir aujourd'hui. Quand on parle de rivalité USA de France. Oui. Rivalité franco-américaine pour l'indépendance de l'Europe. De Gaulle constate très bien que la France va s'en sortir seule. Il décide de relancer le dialogue avec l'Allemagne. Très tôt après la guerre. Oui. Avec Adenauer et le Willy Brandt, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Exact. De Gaulle comprend très bien que le projet américain, c'est de l'atlantisme. C'est-à-dire que c'est une Europe américano-centrée. De Gaulle, lui, il est pour l'Europe. Comme ça a été l'Europe pour ne pas faire la même chose. De Gaulle, lui, veut une Europe pour les Européens, dont la France. Il va voir l'Allemand pour dire que, bon, entendons-nous. Mais, malheureusement pour lui, l'Allemagne, c'est un pion américain malgré tout. Qui a de payer ses dettes. Oui, l'Amérique. À cette époque. Parce qu'il oublie une chose. Oui. Les nazis américains, quand ils ont fui, ils sont allés où? Aux États-Unis. On les a accueillis. L'opération Rose, on appelle ça quoi? Il y a un nom là. Paperclick. L'opération Paperclick, c'est quoi? C'est que l'Amérique a ouvert un boulevard pour accueillir les nazis. Et c'était sur la base de quoi? Tout à l'heure, je vous ai indiqué la contradiction qu'il y avait entre Hitler et ses anciens amis d'hier. Quand ils l'ont lâché, ils sont allés aux États-Unis. Donc De Gaulle a oublié que les Allemands dépendaient des États-Unis dans une certaine mesure. Et que pendant que lui voulait une Europe eurocentrée, les Allemands avaient intérêt à une Europe, à l'époque, américanisée. Oui. Et l'Allemand continue à dire que non, il faut que l'Angleterre soit dans le marché commun. De Gaulle dit que mais non, parce que n'oublions pas qu'en Europe, il y a des rivalités, non? Oui. Vieilles, entre les latinos, les gréco-latins, les anglo-saxons, tout ce que vous voulez, les vikings, tout ces peuples-là, des Germains, il y a cette rivalité-là quand même qui reste. Donc De Gaulle a oublié ça. Quand De Gaulle donc constate qu'il est trahi par Willy Brandt à un certain niveau, qu'est-ce qu'il fait? Regardez son génie. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà dit ça. Il décide de se recentrer sur son empire colonial. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il observe une chose, que l'Amérique est sortie très affaiblie de la guerre du Vietnam. Et c'est ça, les gens oublient ça. Et que l'Amérique veut déporter sur le monde les conséquences de la guerre du Vietnam, comme elle fait d'habitude. Chaque fois que l'Amérique est en crise, il balance ça sur les autres nations à travers sa monnaie, la dollar, monnaie de référence. De Gaulle voit ça. De Gaulle voit que l'Amérique est faible. Mais le génie va faire, il va négocier. Parce que la géopolitique, c'est quoi? C'est la détention aussi d'informations stratégiques. Quand vous avez l'information géopolitique, même si vous êtes un handicapé de 2 pieds, de 2 yeux, vous devenez puissant. Vous avez l'information. De Gaulle a reçu une chose, il avait accès à certaines informations, c'est-à-dire de premier niveau. Il va aller mettre ça sur la table pour dire, je sais. Il va dire aux Américains, je sais. Je suis informé. Voilà votre situation. Voilà ce que vous voulez faire. Les Américains vont dire, ok, il n'y a pas de problème. Fermez les yeux, partageons l'affaire.
C'est pas par hasard que c'est après sa mort. Nixon fait son affaire en 71, c'est quoi? C'est en 71. Oui. En 71, en 1971. Il n'est pas encore mort, mais il n'est plus au pouvoir. C'est Pompidou qui est là. Et Pompidou, c'est qui? Vous avez oublié? C'est pas l'employé de Rothschild. Totalement. Vous avez oublié? C'est par hasard qu'il est là? Pas du tout. Donc, vous voyez très bien comment quelqu'un, par son génie et l'amour de son pays, peut faire des miracles, peut faire des choses. Moi, c'est ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui. C'est tout, je veux que les Africains retiennent ça. Et que nous retenons ici que nous voici aujourd'hui. Nous paraissons faibles. Mais c'est ça qui fait notre force. Vous savez pourquoi? On n'a rien à perdre. Et n'ayant rien à perdre, on est dangereux que ceux qui ont à perdre. C'est clair. Quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a rien, s'en fout. Il n'y a pas d'immeuble. Je vous dis, s'en fout. Nous sommes des maquisards, on s'en fout. Comme des Gaulois qui étaient maquisards, les gens oublient qu'il y avait les maquis. Enfin, les gens oublient ça. On dit précis maquisard, mais le maquisard, le maquis est où? En France. Les gens oublient ça. Donc, on n'a rien à perdre. De Gaulle il a transformé sa faiblesse en force. C'est ce que je veux qu'on comprenne. C'est la leçon d'aujourd'hui. Pour dire quoi? Oui. Et à l'époque, il va se passer une scène. Amani Djori, à l'époque, qui est le président du Niger, puisque tout ça a été basé sur le Niger. Tout ça a été basé sur l'uranium. L'uranium du Niger voilà. Et sur le Sahel, hein, il faut le dire. Tout ça a été basé là-dessus. Sur place, l'OCRS. Tout ça a été basé sur le Niger. Si le Niger échappait à la France n'existerait pas. Sur le plan géopolitique. Il n'existerait pas. L'Afrique. Quand je dis Niger, je parle de ce qu'ils appelaient les 8 régions, hein, c'est-à-dire ce qui est devenu le mois aujourd'hui. Il faut bien comprendre à l'époque. La zone du Sahel. Le Sahel, c'est 80% du Sahel, c'est le Niger. Oui. N'oubliez pas ça. Donc, Amani Djori constate que il y a une crise à l'époque. Et les coûts de l'uranium flambent parce que le monde est entré dans l'ère nucléaire. Amani Djori, qui était à l'époque un allié français, à l'époque, c'était un pion de la France, estime que mais, les gens nous ont tout floué. Il faut que je revoie cette affaire. Amani Djori commence des manœuvres secrètes pour revaloriser le prix de l'uranium. Qu'est-ce que De Gaulle va faire? Il va même jusqu'à demander le retrait de tout Français de son pays. J'ai oublié ça. De Gaulle fait semblant de partir. Quelques jours après, je crois le 15, en 14, c'est nous qui renverse Amani Djori. Il va te tuer dans un coup d'État, dirigé par Séni Kounché. Et comme par hasard, dès que Séni Kounché tue, la France revient en force au Niger et maintient son projet. Mais pendant que la France fait ça, posez-vous la question, où étaient les Américains? Les Américains ne voyaient pas. Ils n'étaient pas loin. Mais ils étaient au courant. Vous comprenez donc pourquoi? Parce que De Gaulle a réussi, je vous dis ça ici, le régime de tutelle. Il a réussi à transformer le régime de tutelle en fait colonial et à amener l'ONU à fermer les yeux, à ne rien dire. C'est ça ce qu'il a réussi. Mais comment il a fait ça? Mais la débat c'est comment il a fait? Vous avez dit qu'il a réussi à s'introduire dans le cercle fermé des Illuminati de l'époque. Vous avez dit ça, des Rothschild. C'est comme ça qu'il a négocié. Tout à l'heure, Fanga, quand vous des choses, c'est que bon, si on dit ces personnes, on va dire que nous sommes des complotistes. Ces pactes-là sont terribles. On fait des guerres. Ça demande du sang. Des choses terribles. Les présidents africains ont subi des pressions terribles. Et vous savez qu'on peut demander à un président qu'on veut qu'il tue 500 000, qu'il livre 500 000 morts. Ses concitoyens. Ses concitoyens. Oui. On peut demander à un président, livre-nous une partie de ton pays. On veut du sang. Vous voyez que le président vient donc vous dire qu'on me demande de tuer 1 million de mes concitoyens. C'est compliqué, mais je vous dis, quand on parle de spiritualité, monsieur Goss, on parle de ces choses. Et les présidents qui refusaient, il fallait faire des contorsions pas possibles. Vous savez ce que Mitterrand a imposé au président africain? Ce démon-là, c'est que quand il vient sur le débat. Je démontre en quoi Mitterrand c'était un démon. Il n'était pas le seul. Vous savez ce qu'il a fait cibler aux dirigeants africains, et en particulier le président camerounais? Donc, on est en train de dire, c'est le débat sérieux qu'on est en train de faire. Nous ne sommes pas en train de jouer. Donc, nous disons ceci, nous disons que, à l'heure actuelle, mon cher, ici, dictateur démocratiquement élu, propriétaire de tous les dossiers, nous disons que cette configuration est ce qu'on vit actuellement. Et c'est un autre avantage. Quand nous disons notre force est la parole, nous ne sommes pas des fous. Vous ne voulez pas la parole pour avoir les résultats? Vous ne voulez pas voir ça avec vos yeux? Parce que c'est comme ça. La France est condamnée, il n'y a rien à faire. Ouais. Je dis, il n'y a rien à faire. Le temps qu'elle pouvait se l'attraper, elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la France s'est autocolonisée.
la France s'est autocolonisée à cause d'une classe politique, d'une élite qui a refusé de comprendre que une élite pour se reproduire a besoin de tirer le peuple avec elle à travers les structures de production. Quand une élite commence à croire que pour s'enrichir, il faut aller s'affilier dans des ordres internationaux, des clubs internationaux, où on vous donne les comptes offshore. Hein, on vous donne des comptes dans les paradis fiscaux. Vous ne travaillez plus, vous êtes là, vous êtes un parasite. Écoutez bien, vous êtes un parasite. Vous ne comprenez plus la jonction, l'attraction, comme entre le train et le wagon et le train, pardon, la locomotive et le reste du train. Vous oubliez cette traction qu'il y a entre l'élite et le peuple, et qui est basée, je le répète, sur la capacité à développer les structures productives. Quand une élite oblige à M. Gauss, elle devient parasite. Je pense au contraire de l'économiste. Elle devient parasitaire. La France est un des pays qui a développé le plus au monde une élite la plus parasitaire. Allez voir les privilèges qu'ils ont en France. Allez voir. Pas que le peuple souffre. Allez voir, mon cher Gauss. Allez voir. Donc, notre bataille, donc, je ne suis pas là, c'est justement de capitaliser la situation géopolitique actuelle, où il y a une espèce de nouvelle guerre froide, où à cause de la France, ces partenaires même sont venus directement s'installer en Afrique, alors qu'hier, elle était l'intermédiaire seul. Les bases militaires les Américains ont au moins 50 bases militaires en Afrique, j'en sais pas ça. Y compris dans le précaré français, entre guillemets. Alors que hier, la France gérait tout ça seule. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la France échoue à ce niveau, pour que ces patrons maintenant, eux-mêmes viennent directement, mon cher Gauss. C'est une donne qui a un autre avantage. On ne le dira pas tout sur un plateau. Nous savons comment faire. Nous savons comment on va transformer cette situation-là en notre avantage pour libérer le continent africain. Et ça, aucune force au monde ne s'y opposera. Les forces qui vont s'y opposer seront balayées, je vous le dis de manière péremptoire sur votre plateau. Les forces internes ou externes, M. Gauss, qui vont vouloir se mettre sur le chemin de l'Afrique, c'est l'Afrique renaissante, l'Afrique en mouvement pour se libérer. Ces forces-là seront balayées. Merci, Président Banakani. Messieurs, je vais accorder à chacun d'entre vous 3 minutes. Docteur Jean-René Douma, jusqu'à preuve contraire, nous sommes sur le chemin de la révolution. Et comme vous le disiez tantôt, il n'y a pas de chemin retour, il n'y a pas de chemin en arrière. Cela signifie tout simplement que nous fonçons comme le président Banakani le dit. Et que toute personne qui va se placer sur notre voie sera balayée. Tout à fait. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que nous voyons déjà les résultats depuis quand même quelques années successivement. Oui. On voit des résultats, on voit des anciens chefs d'État qui ont décidé d'assassiner certains chefs d'État en Afrique, qu'on condamne aujourd'hui, ils sont devenus des prisonniers. On voit des chefs d'État qui courent pour aller prendre des gifles. On voit... Donc, la malédiction a changé de camp. La malédiction a changé. Des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Nous le disons comme ça parfois en blaguant, mais c'est oui, tout à fait... Il faut sourire aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais, donc, il y a des changements qui ne s'expliquent pas et qui ne peuvent s'expliquer que par le fait que la parole est une puissance et que chaque chose a son temps. Le temps de l'Afrique est arrivé parce que nous avons suffisamment enduré, on a trop enduré. Je voudrais quand même interpeller les concitoyens africains de s'allier davantage à ce combat, de suivre, de mettre en pratique ce qui se dit, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui étaient masquées depuis des années, mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux télévisions comme DBS, on peut mettre la vérité, n'est-ce pas, à la portée de tout le monde. Il faut que cette vérité-là ait un impact, que les gens saisissent cette vérité-là et qu'ils se mettent dans la posture de la libération, de la restauration de la dignité des peuples en général et des peuples africains en particulier, de la restauration de l'humanité dans tout ce que nous faisons. L'élite, cette élite-là, dont nous rêvons pour l'Afrique, mais j'ai apprécié la réaction de l'apôtre Fanga. Il y a une élite. Il y a une élite. C'est que... Il y a une élite. Elle est là. L'Afrique a une élite. Elle est là. Il faut simplement qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer. Qu'on appelle l'élite. Non, nous parlons de la vraie élite. Les autres. Nous ne parlons pas d'une élite dirigeante. a été quoi? C'est ça. Donc il y a une élite qui est là, qui travaille, qui espère aspirer
aux positions décisionnaires pour pouvoir faire en sorte que la lumière brille sur tout le continent. Et c'est pour ça que nous travaillons et que chaque fois que vous allez solliciter nos modestes contributions, ne vous inquiétez pas, vous faites partie du combat, vous êtes dans la liste des combattants et on espère bien sûr que le jour viendra, le jour de la victoire, comme la Russie l'avait déclaré. Vous ferez partie justement de ceux-là qui sableront le champagne. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, surtout. André Kisselfangar, nous savons aujourd'hui comment la France a échappé à la colonisation. Et pendant ce temps, nous également... Il fout les portions de l'écriture. Oui, il fout les portions de l'écriture. Nous également, Africains, nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour échapper justement à la colonisation française. Ben, on a déjà échappé à la colonisation française. Ça, c'est clair. Parce que si on a déjà détruit la France-Afrique, parce qu'elle est détruite complètement, hein, c'est terminé. Je voudrais parler un peu du symbole français, le coq français. Le coq a pour la vaillance, éveiller la basse-cour, les paysans et tout le reste. Voilà le rôle de... Tout est emblématique, tout est symbole, tout est le symbole. Je rappelle quand même, permettez-moi, je rappelle les téléspectateurs qui sont en train de nous appeler à tous les coups. On vous donnera peut-être la parole tout à l'heure, hein, le temps pour André Kisselfangar de terminer son propos. Donc, on verra bien. Donc, la France, tout est symbole, tout est et tout. Le symbole de la France, l'emblème de la France, c'est le coq. Le coq. Et le coq a pour rôle d'éveiller, le coq a pour rôle de réveiller la basse-cour. Et quand vous regardez, la stratégie française aujourd'hui est basée sur la communication. Et parfois, elle est fausse ou vraie. C'est pour ça qu'ils ont des télévisions comme France 24, RFI et tout le reste. Donc, qui est sur la base de la fausseté. Donc, ils ont oublié... Il y a des jours où le coq chante faux, ne vous inquiétez surtout. Bien sûr. Non, le coq français chante toujours faux. Le coq français, lui, chante toujours faux. Pourquoi? Parce qu'il se réveille à des heures indues. Vous voyez un peu, il se réveille à des heures indues. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Et dans ces symboles... Il ne se réveille pas aux heures normaux. Aux heures normaux. Et c'est pour ça qu'il peut se mettre à chanter n'importe comment. Donc, aujourd'hui, nous les Africains, nous avons des éléments. C'est pas possible. L'une des choses que nous savons faire chez nous, c'est de fabriquer des outils. Les outils de travail. Oui. C'est-à-dire la roue, la daba, la machette et tout le reste, la nousse, l'âge, vous connaissez l'âge, le fer et tout, et tout. Donc, la seule chose qu'on fait à un coq, c'est quoi? On coupe sa tête pour le manger. Celui qui a les outils, c'est-à-dire la machette, le couteau, la daba et tout le reste, la trappe. C'est de faire comment au coq, surtout quand il chante faux, quand il se réveille à des heures indues, quand il menace toute la basse-cour, parce que la vérité, c'est que toute la basse-cour est en danger quand on est encore fou. Oui, c'est ça. Vous voyez un peu, il tire. Vous allez voir, il n'a pas de respect pour tout le monde. Regardez le comportement du coq. Même quand les étrangers sont là, il vient attraper la poule, là, il bombarde. Il vient chier partout. Donc, il commet des dégâts. Donc, ce coq fou là, nous devons l'arrêter. Pour faire ce qu'on fait au coq. Pour faire ce qu'on fait au coq fou, parce que il est déjà trop gras. Parce qu'il s'est tellement engraissé sur nous, sur la basse-cour. Alors, donc, il faut l'enlever. Donc, la France est à son déclin. Aujourd'hui, il faut simplement l'égorger. Nous ne l'égorgeons pas avec les armes physiques, mais les armes spirituelles que nous avons. Parce que tout combat commence d'abord spirituellement. Si vous n'avez pas gagné le combat spirituel, vous ne pouvez pas gagner le combat physique. Donc aujourd'hui, nous avons gagné la France. Oui. Nous avons détruit la France. Nous avons mis la France à terre. Sans tirer un seul coup de fusil. Sans tirer un coup de fusil. Avec la parole, avec les éléments, avec la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la France a utilisé la ruse et le mensonge, qui sont les armes du diable. Nous avons utilisé la vérité, qui est l'arme divine, l'arme de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir des résultats probants aujourd'hui. Parce qu'un seul instant, le président Laurent Gbagbo sort de prison, M. Nicolas Sarkozy entre. Ça, c'est à partir de la parole, nous avons détruit toute une cour pénale internationale. À la face du monde, nous savons que c'est une cour d'injustice et non une cour de justice. En mondial, nous savons aujourd'hui que l'OMS, c'est une organisation satanique, démoniaque. L'ONU, FMI et tout le reste, ce sont des organisations démoniaques.
Ça n'a rien à voir. Donc, monsieur le ministre de la Santé et son premier ministre qui sont dans la promotion des vaccins, eux sont entrés dans le domaine satanique. Parce que la vérité, c'est que on ne peut pas décider... tout à l'heure, mesdames, messieurs. Non, il a terminé. On ne peut pas décider de vouloir imposer. Lutte contre la censure ici. Monsieur, on ne peut pas imposer les vaccins aux gens. On ne peut pas imposer des stratégies de monnaie. Vous parlez des stratégies de monnaie quand le président Bandakani disait que les États doivent disparaître. Mais le FMI est plus que, dirige les États. Oui. La Banque mondiale dirige les États. C'est eux qui décident des économies des États. C'est eux qui décident de comment une économie doit... La preuve en est. Regardez leur statut. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait au Petit Gabon? Le Petit Gabon voulait l'argent. Ils ont dit que non, vous légalisez d'abord l'homosexualité pour qu'on vous donne de l'argent. Quand les gens voient au Gabon, on légalise l'homosexualité, c'est parce qu'ils sont arrivés à un niveau où on les a imposés. Et la plupart des fonctionnaires internationaux là sont des homosexuels. La preuve en est, le prochain ambassadeur du Cameroun et des États-Unis est un homosexuel marié. Et le défi. Donc c'est un défi contre vous les Camerounais là que on va vous montrer que nous, c'est nous qui gouvernons. Mais ils vont nous croiser sur le chemin. Merci, André Kisselfanga. Et pendant ce temps, pour étayer vos propos, il y a un téléspectateur qui nous écrit, il s'appelle Kundi, dit bonjour Monsieur Ngos. Une autre réalité du symbole français, le coq est le seul être au monde qui chante, se pavane avec les pieds dans la merde. Alors... Albert Anatola, ici je vais me tourner vers vous, puisqu'on sait tout ceci, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on fait 2 ou 3 choses. La première, nous le faisons déjà. Oui. C'est-à-dire, les autres, ils ont utilisé l'arme médiatique. C'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de manipulation, de désinformation. Mais nous utilisons l'arme de la vérité. C'est ce que nous faisons déjà. C'est-à-dire que nous démantelons le système, n'est-ce pas, qui est tissé autour de la manipulation, de la désinformation, de la ruse. C'est ce qu'on fait, nous faisons déjà. La deuxième chose, ce que nous devons faire, naturellement, c'est qu'il faut véritablement avoir une élite d'autres devant. Parce que je ne vois pas, l'élite dont vous nous parlez, elle n'est pas visible. Moi, je ne vois pas encore ses actions. Parce que, étant donné que nous sommes en guerre, non, pas sur ce plateau, mais les autres. Mais lui, oui. il parle de toi, il parle de nous. Non, de Wandje, de tous ces gens-là. Non, on ne peut pas mener. En fait, il est en train de nous faire comprendre une chose simple, c'est que nous on ne nous appelle pas élite. Nous avons besoin. C'est tant mieux. C'est les autres. Non, c'est les autres qui doivent. C'est tant mieux. C'est les autres qui doivent. Nous sommes en face. Oui, c'est les autres qui doivent nous dire qui nous sommes. Et pendant ce temps, le téléphone commence à crépiter, messieurs. C'est pas nous. Oui. C'est pas nous qui devons nous déterminer. C'est les autres qui doivent nous déterminer. Quelquefois, les téléspectateurs nous donnent. Nous n'appelons pas élite, en tout cas. Voilà. Nous ne l'appelons pas comme ça. Voilà. Terminé, Albert. La troisième chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que si nous devons aller vers un New Deal avec les impérialistes, avec la population internationale, oui. Il faut d'abord une rupture. Une rupture? Oui, il faut d'abord une rupture. Avant de voir... Il est constant depuis la nuit des temps, Albert Anatola ici. Parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas, tant que la machine est toujours emballée, vous ne pouvez pas aller sur d'autres concessions. Ou bien sur d'autres compromis ou consensus. Il faut d'abord rupture, faire un inventaire et ensuite aller voir s'il y a lieu de se remettre ensemble. Merci messieurs, permettez-moi de prendre nos téléspectateurs qui ont besoin de réagir eux également ce matin au téléphone. Allô, bonjour. Tu m'as inspiré. Hein. Allô, bonjour. On va commencer à avoir des petits problèmes déjà avec le téléphone. On espère qu'on va pas avoir le problème. Pourtant, le téléspectateur est déjà en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Steve. Et bonjour à tous vos panélistes. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Justin Diwedi, depuis la Suisse. Depuis la Suisse, on vous écoute. Alors, je vous suis depuis Bonne Lunette et le président Banakane et tous les copanélistes. Déjà, moi, je tiens à vous dire, vous faites un travail. Il y a, même le mot fabuleux ne peut pas le caractériser. Merci beaucoup. Et nous avons tous besoin de cette veille, cette sonnette d'alarme, aussi pour la jeunesse, parce que toute cette bataille, c'est pour la génération future. Peut-être nous, on n'en tirera pas profit, mais la génération future. Et je pense qu'il est temps aussi de la jeunesse et du peuple camerounais
et africains en particulier, de pouvoir, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer la bataille, parce qu'il ne faut pas attendre que on soit enculé et commencer à dire qu'il faut qu'on se lève. Et je pense qu'il est très important. D'où vient, je pense que la jeunesse au Cameroun, plus précisément, devrait déjà passer par des services militaires pour être prêt à un éventuel combat, parce que ça va arriver, il arrivera et il revient au peuple et à la jeunesse de défendre le pays. Voilà ce que je voulais rapporter pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir appelés depuis la Suisse. On reste toujours au téléphone avec les téléspectateurs qui cherchent à nous joindre d'ailleurs ce matin. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Ali, j'appelle de Libreville. De Libreville au Gabon, on vous écoute. D'accord, bonjour monsieur Ngo. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui, je vais intervenir à l'émission. Désolé mon grand frère. Nous saluons tous vos invités. Vraiment, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Continue. Elle est prête et puis continuer à On a de petits problèmes avec cet appelant qui nous appelle depuis Libreville. On va prendre un autre rapidement au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est Fancho depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fancho, on vous écoute depuis les États-Unis. Bonjour, Steve. L'émission de J'ai pas dormi, c'est excellent. Président Banakani, le professeur, un professorat que on a vu des cités là, ne te vaut pas. Tu es puissant. Ah oui. C'est au moins 100 sur 20 que je donne aujourd'hui, rien que pour ton exposé. Aujourd'hui, là, le professeur Banakani, c'est le professorat que tu as aujourd'hui. C'est magistral. Donc ça donne envie de te suivre toute la journée sans te reposer. Donc moi je trouve que l'émission d'aujourd'hui montrer la force de l'adversaire en montrant l'énergie que nous on a déployée pour atteindre ce niveau-là est l'un des enseignements que on a longtemps oublié. Mais des problèmes. Et si on pour ça aujourd'hui, et va être dans la même posture, mais de temps pour un exposé où il fallait qu'on montre les forces de l'ennemi. Comprendre comment combattre l'autre. Mais si pour le combat, je suis attaqué, j'ai même pas encore dormi là, moi. Je vais dormir. Bye. Bye bye à vous, Fancho, depuis les États-Unis. On sait que là-bas aux États-Unis, il se fait tard. Vous avez l'opportunité de dormir. Allons-y au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, c'est Ali. Oui, Ali, toujours depuis Libreville. Oui, on a été coupé parce qu'on a des problèmes de communication avec vous. Mais Ali, on vous écoute. Donc, je disais tantôt que, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec... Toujours des coupures hein, avec cet appelant depuis Libreville. Nous prenons un autre rapidement, cette fois-ci, je pense, du Togo. Allô, bonjour. Toujours un échec de l'appel depuis le Togo. On reste au téléphone hein, pour vous qui voulez également réagir. Le standard reste demeure ouvert. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je m'appelle Diob Emmanuel depuis Akono. Depuis Akono-Linga, on vous écoute. Oui, je voulais dire, Bandakani ce matin, il a fait vraiment. Même comme je n'ai le suivre quand il est à la tête. Bon, il doit aussi reconnaître que à mon comme il a dit là. Mais il n'a pas qualifié. Toujours de gros problèmes à vous avoir. Hein. Nous demanderons justement à nos téléspectateurs de baisser le volume de leur récepteur, s'il vous plaît, pour pouvoir nous avoir plus facilement. Vous nous aurez. Vous n'avez pas besoin de vous écouter et surtout de parler. Au téléphone, on y va. Bonjour.
Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je sais. Là, c'est toujours des problèmes de connexion. Avec cet appelant, on ne comprend pas pourquoi on a des problèmes de connexion ce matin. On va au téléphone. De Gaulle? Non, De Gaulle est mort. Allô, bonjour. Bonjour Steve, comment vas-tu? Et bonjour à ton plateau. C'est Edo depuis les États-Unis. Edo depuis les États-Unis d'Amérique à Chicago. On vous écoute, Edo. Bonjour au président Badakani, bonjour à Triple A, au pasteur et à tout. C'est pour vous remercier de tout le travail que vous faites. Le sujet de ce matin est un très grand sujet. Et au même moment, je voulais demander au président Badakani s'il ne doit pas avoir les gens qui doivent commencer à en former parce que ces interventions sont très instructives. C'est un éveil de conscience vraiment pour tout le peuple africain. Je voulais vous remercier. Vous faites et portez-vous bien, que Dieu vous protège. Merci. Merci à vous également, Edo, depuis Chicago. On ne sait pas quelle heure il est là-bas, mais je pense quand même qu'il est tard, vraiment tard. Il doit peut-être 3 heures du matin ou 2 heures du matin. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. C'est Afsi depuis l'Allemagne. Afsi depuis l'Allemagne, on vous écoute. Oui, bonjour. Oh, je suis heureuse. Vous êtes... On ne sait pas pourquoi on a des problèmes de connexion. Super. Il est mort depuis. Allô? Allô, on vous écoute. On vous écoute. Oui, je vous reçois très bien. Alors, je voudrais vous féliciter tous. Vous êtes très, très, très élégants d'abord, je vais vous dire. Vous êtes super beaux avec votre couleur, la couleur de peau super, super. Vous faites des analyses. Alors, pour les gens comme nous qui ne comprenons pas, vous nous éclairez bien, vous montrez bien les choses. Franchement, c'est une joie que je ressens dans ma peau quand je suis sur tous les... Je ne manque d'émissions. Félicitations, sachez qu'il y a des gens qui sont derrière vous, même si nous ne réagissons pas. Nous sommes tous à l'écoute, nous sommes tous derrière vous. Nous brillons, Afrique en avant. Merci à tous. Merci à vous, Absi, de nous avoir également appelé ce matin. On va encore prendre 2 ou 3 personnes au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Vous savez, parfois, la personne appelle, mais elle ne se rend pas compte qu'on l'a déjà pris. Allô, bonjour. Cet appelant a de sérieux problèmes à nous avoir, mais bon, elle a oublié qu'elle est déjà en direct. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. On va pas dire que De Gaulle est mort. Il est mort. Bon. C'est De Gaulle qui sabote ça. Allô, bonjour. On va passer à un autre appelant rapidement, hein, forcément, des sérieux problèmes déjà pour avoir nos téléspectateurs et nos amis qui nous regardent à la maison. Au téléphone, bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous aurez plus facilement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse également. Vous êtes toujours au téléphone et on vous écoute. Non, on va prendre un autre. Parce que là, c'est compliqué à parler et à s'écouter en même temps. Au téléphone, bonjour. Bon, soit c'est le téléphone a besoin de vaccin, comme disait l'autre. C'est De Gaulle. N'insistez pas. Le vaccin est démoniaque. Allô, bonjour. Allez plus de vaccin. Votre téléphone est sain.
Là, toujours des petits problèmes pour avoir nos appelants. Ça fait déjà au moins 296 appels perdus en moins d'un temps encore. C'est extraordinaire. Mais pendant ce temps, on n'arrive pas justement à les avoir. Messieurs, nous allons passer immédiatement à lire 2 ou 3 messages et puis nous allons nous séparer ce matin. Le téléphone sonne, mais pas facile de les avoir. Allô, bonjour. Toujours le même problème. Allô, bonjour. Allô, bonjour. La connexion. Allô, bonjour. Non, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons un gros problème de connexion avec vous qui nous appelez ce matin. Et nous également ici, je pense que nous avons un sérieux problème de connexion. Eh ben, on va lire 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs, ceux qui ont pu nous écrire ce matin. Bonjour messieurs, j'apprécie votre émission qui éveille notre conscience. Tous les jours, cependant, je vous suggère de faire sa rediffusion de 22h à 24h avant la 1h du matin. En tout cas, car je n'ai pas le temps de la suivre le matin. Je n'aime pas la rater. Je suggère en outre que nous associons les afro-descendants d'Europe et du continent américain à notre combat, car ceux des États-Unis d'Amérique seront d'un grand apport pour nous, puisque les statistiques américaines disent qu'à partir de 2050, les Blancs seront minoritaires aux États-Unis. La population de ce pays s'accroît beaucoup plus par l'immigration venue d'Amérique latine, qu'ils appellent les Latinos. Ces Latinos sont majoritairement noirs et indiens. Ne vous inquiétez surtout pas, ils sont associés au combat. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous écrire tous les matins. Je pense par exemple à, il faut le dire, à Moïse Dramé, qui est du côté des Antilles, qui nous écrit d'ailleurs tous les matins, qui aime les tenues africaines, il aimerait en avoir, mais malheureusement il est dans un endroit, il peut pas. Hier il m'écrivait pour me dire, j'aime quand tu es habillé comme ça. Voilà pourquoi je me suis habillé comme ça ce matin. Voilà. Il dit qu'il se sent plus africain quand il nous voit et surtout à la Nouvelle-Calédonie. On a par exemple Kwame, qui est un fidèle téléspectateur qui est de ce côté-là. Donc ils sont très nombreux. Bonjour, merci à tous, merci et merci encore. Merci à vous également de nous avoir écrit ce matin. Bonjour le plateau, je vous écris depuis Kousséri. Vous faites un excellent travail pour l'Afrique. Il est temps pour nous de libérer notre continent. Merci à vous également de nous avoir écrit ce matin. Bonjour l'Afrique. L'Afrique est unie, mais il y a des traîtres dirigeants. Nous sommes de cœur avec vous. Le combat est à gagner. Je voudrais savoir si le président Banakani a un apprenti. Sinon, il faut qu'il forme quelqu'un rapidement, car aujourd'hui m'appartient. Ok, si vous voulez être formé par un président Banakani, vous avez son numéro de téléphone et tout de suite, il est disponible. Ne vous inquiétez pas. Bonjour Monsieur Ngos, ce qui veut dire OR, or, dans la langue Fambeti. C'est vrai ça? Ngos? Bon, je suis pas sûr, mais bon. Dans la langue Béti. Bon, c'est ce qu'il dit, Fambeti. Salutations à tous les panélistes. Le sujet du jour est très instructif et les analyses politiques éclairées du président Banakani, appuyées par les paroles bibliques du prophète Fanga, donnent une lumière que tous les Africains désireux de l'éveil de l'Afrique devraient s'inspirer. Vous êtes de vrais lions qu'avec vos paroles vont remettre de l'ordre dans la nature. Bonne journée. C'est monsieur NMS qui nous a écrit. Le mec n'a pas voulu donner son nom. Comme ABK. Bon, allez savoir. Bonjour à tous, très belle émission. Un grand merci au président Banakani, Eddie qui nous écrit depuis l'Afrique du Sud ce matin. Bonjour le panel, un bonjour spécial à mon président à qui je demande de m'introduire dans son école. Je vais être baptisé, façonné par lui, son disciple. J'ai beaucoup de choses à lui demander, président. Je réponds au numéro de téléphone 694 04 45 13. Combien? 694 04 45 13. C'est son WhatsApp. Et le 651 31 18 93. Il s'appelle Ela. Il habite à Dakar, ici au Cameroun. Tu as dit 600 combien? 651. Ok. 31 18 93. Il s'appelle Ela, il vit à Dakar, ici au Cameroun. Bonjour, je veux le numéro de mon président. Son école est la meilleure, nous voulons nous former. Il va vous appeler. Il ne va pas vous donner son numéro de télévision en Mondovision. Là, en ce moment, il va avoir tous les problèmes du monde entier. Bonjour le panel, vous êtes juste exceptionnel. Je suis bloqué sur Facebook. Comme je combats l'homosexualité, ils disent que mes commentaires sont c'est pas leur valeur. C'est Ahmed qui nous écrit depuis Benghazi. Oui, parce que le propriétaire de Facebook, c'est un PD.
D'accord. Moi, je n'ai pas peur de parler. Il faut le dire. Messieurs, allons-y rapidement. C'est quelle affaire, ça? Bonjour Dibia, je vous apprécie sur le panel. Vous êtes notre fierté. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour le plateau, super bandage Kani, génial exposé Bandakani. Où sont passés les démocrates qui croient encore à la démocratie depuis que le président Bandakani demande le débat contradictoire? Je n'ai vu aucun démocrate venir débattre avec notre président Bandakani. Voilà le dictateur élu démocratiquement élu. Voilà. Il est là. Au moins, il est là. Démocratiquement élu. Ne vous inquiétez pas. Bonjour mes frères, c'est trop compliqué pour vous joindre. Oui, c'est très compliqué pour nous joindre ce matin, mais on espère que demain sera un autre jour. Ne vous inquiétez pas, demain est un autre jour. Nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez nous avoir. Bonjour à vous sur le plateau de télévision des révolutionnaires et panafricains. J'ai les larmes aux yeux lorsque j'écoute le président Bandakani, dont je rêve tant faire la rencontre sur d'autres cieux. Il donnerait les cours de géopolitique dans les universités et grandes écoles. Monsieur Ngos, dites au président que j'aimerais entrer en contact avec lui pour apprendre plus. Je suis passionné de géopolitique. Bayan, le patriote africain, qui vous envoie le numéro de téléphone 693. Eh ben, vous allez avoir pas mal de... Oui, bon. C'est ça aussi. 693 49 08 62. Et le numéro, l'autre, 670 40 83 43. Voilà mes contacts. Si je ne peux pas avoir les saints, bonne journée à vous. Voilà. C'est les saints que vous voulez là? Non, c'est pas possible ça. Les mecs qui sont terribles. Bon, lisons un dernier message rapidement, messieurs. Non, le message, il est long. Hein. Il est très, très long. Un dernier petit message. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, je vous remercie pour la guerre que vous menez tous les jours, surtout le thème d'aujourd'hui qui a mis à nu la France. Et c'est grâce à cette émission qu'on a vu De Gaulle était venu jusqu'au Cameroun pour sauver la France. C'est Mustapha Oumarou depuis Garoua. Et oui, et nous allons revenir justement sur cette information. Le 27 août prochain, nous parlerons justement de la France libre qui est née au Cameroun. Et malheureusement, pour nous remercier, eh bien, ils ont tiré sur nous. Ils ont tué tous les soldats du côté de Tiaroy parce qu'ils réclamaient leur solde. Ils ont maintenu le franc CFA. Justement, ceux qui n'ont pas voulu qu'on leur fasse, ils nous l'ont fait. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. J'espère que ce numéro de téléphone pourra passer au téléphone. Bonjour. Parce que la personne insiste. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Problème de connexion. Là, on parle de reconnexion. Ça signifie que c'est nous qui avons un gros problème. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette édition en espérant se retrouver demain. Jean-René Douma, docteur Jean-René Douma, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci, monsieur Steve. Pendant ce temps, nous disons bonjour à la censure. merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Hein. Parce que vous êtes un grand homme, vous êtes un grand monsieur, et la terre entière doit le savoir. Et le monde entier d'ailleurs le sait déjà. Ça, il faut le savoir. Et ils ont de la chance d'avoir les étudiants, d'avoir un homme comme vous. André Kissefanga, merci d'avoir été là ce matin. Bengos, Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le voleur, nous le connaissons, nous l'avons défini. Et un téléspectateur a bien dit, l'emblème du coq, c'est parfois, il a les pieds dans les... Il chante, il se bavane, et ses pattes sont dans la merde. Avec les pieds dans la merde, les pattes dans la merde, et il se balade partout. Et c'est cette merde que la France a foutu partout. Donc on est en train de balayer comme ça, on doit balayer tout ça et finir avec ça. C'est clair. Merci à vous également, hein, André Kissefanga, d'avoir été là ce matin. Je veux aussi faire partie des élèves de Bandakani. Voici mon numéro de téléphone, 00228. Si la réalisation me permet de vous donner ce numéro rapidement. Oui. 00228 90 55 69 00. Cette personne vous écrit depuis Lomé au Togo. Il s'appelle Mawakina Banakinao. Vous l'appellerez. Permettez-moi d'ailleurs, messieurs, avant de se séparer, de regarder si quelqu'un d'autre n'a pas laissé son numéro de téléphone pour devenir votre élève. Voilà, quelqu'un d'autre. Bonjour, monsieur Ngos. Super immersion. Et merci pour tout votre travail. S'il vous plaît, je vous demande encore, j'aimerais une fois de plus être le disciple du président Bandakani. Mon numéro de téléphone, 694 10 93 24. Voilà, la personne n'a pas laissé son nom, mais je pense qu'elle s'appelle Idriss de Villiers.
Je regarde encore 2 ou 3 messages, il n'y en a plus. Il y a encore 25 messages, hein, président Banakani. Bon, on va voir ça plus tard, messieurs. Merci d'avoir été là. Ben écoutez, d'abord c'est un travail d'équipe. Je ne suis qu'un joueur number 10 dans une équipe où les gens se sacrifient. Le numéro 10? Oui, d'autres travaillent pour que moi je parle comme ça. Et un autre là même très à côté. Oui, tout à fait. Jean-Jacques qui est là. Mais je suis protégé par le dictateur démocratiquement élu qui veut sur moi. Non, tout à l'heure il m'a inspiré, hein, le brillant ici. Et à ça, je voulais dire que le New Deal ne peut pas être la continuité du Old Deal. On vous a compris. Le New Deal ne peut pas être la continuité du Old Deal. Nous n'avons pas besoin de tirer un coup de fusil. Depuis que la fête a commencé, on a tiré un coup de fusil. Pas du tout. Est-ce qu'un Français a déjà été inquiété au Cameroun ici de notre fête? Non. On les protège, ils sont là avec nos petites, partout. Ils vont partout. Pendant que la France tue, vole et égorge. Les Français sont ici, ils marchent tranquillement, ils dorment avec le pays. Merci, messieurs. Ils font ce qu'ils veulent. C'est terminé. Pour dire quoi? L'âme divine ne touche pas la chair. C'est l'esprit. Totalement et entièrement raison. Nos armes sont divines. Plus ils vont faire le mal, plus ils travaillent pour nous. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle va s'adresser aux Français à partir de Londres sur les ondes de la radio britannique. Alors que Paris était déjà prise par les Allemands, de Gaulle va donc exhorter ses compatriotes à continuer le combat contre l'Allemagne nazie. Ce fut là, le début de la résistance française. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.